L'idée de ce sommet, c'est justement que toutes les parties prenantes, et les entreprises sont parties prenantes de ce sujet-là. Quand on a entendu parler effectivement au début de cette semaine qu'il y avait un investissement complémentaire à faire pour nous tous de 60 à 80 milliards par an, il y en a à la charge de nous tous, par ménage particulier, c'est 30 milliards. Il y en a à la charge de l'État, 10 milliards. C'est énorme. Et il y a aussi 35 milliards qui sont à la charge des entreprises. C'est de ça dont on va parler. Et c'est pour ça qu'il nous semble absolument impératif qu'au moment où on parle sauver le bien commun, les entreprises soient aussi là. Et je les remercie d'être partenaires, y compris dans des conditions comme celles qu'on vient de connaître. Merci de comprendre cela. Et pour donner le meilleur exemple de cela, je vais commencer effectivement avec Yann Leriche, qui est à votre droite. Yann Leriche est le directeur général de Getlink. Getlink, c'est le tunnel sous la Manche et quelques autres entreprises dans le monde du transport. C'est une entreprise qui devrait n'avoir rien à se reprocher, fait essentiellement du ferroviaire. Et bien, malgré cela, Yann Leriche, vous avez estimé le besoin de créer avec TSE une chaire, en bon français qui s'appelle une Initiative for Effective Climate Corporate. Et vous allez nous expliquer pourquoi vous avez ressenti ce besoin, bien qu'étant plutôt un actif vert. Yann Leriche, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, chez Getlink, on a une partie de nos activités qui est d'exploiter le tunnel sous la Manche. Alors qu'on connaît bien, avec notamment des voitures qui traversent dans des trains électriques, qui passent dans le tunnel, des camions qui passent également dans le tunnel, toujours sur des trains électriques pendant la traversée, et puis d'autres trains classiques. Alors on connaît aussi tous Eurostar ou des trains de fret qui passent dans le tunnel. Et comme tout le monde, on veut prendre notre part à la décarbonation, mais contrairement à tout le monde, on est arrivé assez vite à la conclusion que pour Getlink, être utile au climat, c'était augmenter nos émissions de CO2. Alors évidemment, ça peut paraître paradoxal, mais finalement, c'est assez simple. Quand on dézoome, quand on regarde l'image globale, c'est que nos concurrents directs, ce sont des ferries qui, comme nous, font des transferts transmanche, et qu'une voiture qui traverse la Manche dans un train électrique, ça émet 73 fois moins d'émissions de CO2 que quand c'est dans un ferry, et pour un camion, c'est de l'ordre de 13 fois moins. Donc évidemment, on fait partie, on est un acteur bas carbone, on fait partie de la solution, et vous le voyez, ce paradoxe apparent, alors qu'il n'en reste pas moins complexe à résoudre, puisque tous les référentiels veulent que chaque entreprise fasse le même effort, ce qui est évidemment aujourd'hui pas la bonne façon de faire, nous a amené à nous interroger sur justement quelle était la bonne façon d'avancer, d'où la chaire Initiative for Effective Corporate Climate Action que nous avons annoncé hier avec la TSE, et en réalité c'est un travail qu'on a mené déjà depuis plus d'1 an en partenariat. Alors concrètement qu'est-ce qu'on fait? Le constat, je le disais, qu'on fait, c'est qu'on ne peut pas raisonner à l'échelle de l'entreprise, il faut raisonner à l'échelle du territoire global, de son écosystème. Et quand on regarde le paysage global, si je devais simplifier, je dirais qu'on a le GPS qui nous dit globalement où on est. C'est le rapport du GIEC qui nous dit quel est l'état de la planète. On a un GPS qui nous dit où il faut aller. Ce sont les accords de Paris. On nous dit même à quoi ça ressemble, où on doit aller, grâce au Shift, grâce à l'ADEME et à d'autres. Par contre, on ne nous dit pas comment on va de la situation actuelle à la situation cible. Le chemin, aujourd'hui, fait partie des sujets qui sont extrêmement peu abordés. Or, ce chemin, ça a été dit, a un coût. Et ce chemin aura un coût qui pourra être extrêmement important si on ne choisit pas la bonne voie. Et aujourd'hui, on voit bien que la bonne voie n'est pas tracée. Je vais l'illustrer avec un seul élément, qui est le prix du carbone aujourd'hui. Si on doit faire un investissement aujourd'hui dans le ferroviaire, on fait des investissements sur des durées longues. Une locomotive, c'est 30, 40, 50 ans. À combien on évalue le prix du carbone? Est-ce qu'on regarde le marché ETS, 80, 90 euros la tonne? Est-ce qu'on regarde ce que nous disent en partie les économistes de la TSE, on est plutôt à 150? Est-ce qu'on va chercher des carbone offset à l'autre bout de la planète et qu'on va payer 3 ou 4 $? Vous voyez qu'on ne sait pas bien. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, on a besoin d'économie, on a besoin de trouver le bon chemin. Et donc, c'est tout le travail que nous menons.
On a besoin de trouver le bon chemin, je le disais, avec toujours cet aspect économique d'efficacité en tête. Nous, on est une entreprise privée, on a besoin de gagner de l'argent, on veut continuer à gagner de l'argent, parce qu'on fait partie de la solution d'un point environnemental, parce qu'on veut continuer à innover, notamment pour réduire encore plus notre empreinte carbone. Et puis, on paye nos taxes, et c'est aussi comme ça que les politiques publiques de décarbonation seront financées. Et donc, par rapport à ce qui a été dit juste avant là, par le petit groupe qui est venu, moi je pense que le pire greenwashing, en réalité, c'est l'économic bashing, et qu'il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue à travailler ensemble, entreprises, économistes, parties prenantes, pour trouver les bonnes solutions. En tout cas, ça nous va bien, ce message. Donc, Éric Ducournau, je me tourne vers vous. Vous êtes donc le directeur général de Pierre Fabre. Et vous n'êtes pas un groupe extrêmement émetteur, quelques centaines de milliers de tonnes de CO2, mais enfin, ça n'a rien à voir avec les inquiétudes qu'on peut avoir sur le climat. Et pourtant, très vite et très tôt, vous avez ressenti la nécessité de lutter parce qu'il y avait urgence. Bonjour, Pierre Fabre est une entreprise qui fête ses 60 ans en ce mois de mai 2022 et qui a été créée par un pharmacien qui avait fait aussi ses études à Toulouse. Et en fait, très tôt, monsieur Pierre Fabre a été inspiré par le fait effectivement qu'il fallait préserver l'homme dans la nature, parce qu'en fait souvent on distingue les deux, mais l'homme est partie prenante de la nature et l'homme est dans la nature, et donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de préservation de la nature et de l'humanité. Et en fait ça l'a conduit à construire l'entreprise sur des principes assez simples. Le premier, c'était la traçabilité des ingrédients. Donc dans les années 80, c'était assez nouveau de parler de traçabilité des ingrédients, mais ça avait, pour une entreprise qui fait les 2/3 de son chiffre d'affaires dans des produits que nous exportons depuis la France, nous fabriquons pour la France, nous exportons 2,5 milliards de chiffre d'affaires à la fin 2021, à la fois répartis dans le médicament et la médication familiale et puis la dermocosmétique. Mais ça voulait dire, pour tous les ingrédients d'origine naturelle que nous utilisons, 60% de nos produits contiennent des ingrédients d'origine naturelle, être capable de les tracer depuis l'origine, et notamment pour garantir que quand c'est devenu des produits cosmétiques ou des produits de médication familiale, on pouvait être sûr qu'il n'y avait pas certains ingrédients d'origine chimique à l'intérieur des formules et des produits. Et cette idée, en fait, elle a été après développée, elle se traduit aujourd'hui dans l'entreprise dans ce qu'on appelle la Green Mission, donc qui embarque à la fois la découverte sur les principes actifs d'origine naturelle et puis tout ce qu'on peut faire en termes de préservation de nos impacts, donc les impacts carbone, etc. Nous sommes mis aussi dans la trajectoire de Paris, des accords de Paris, qui conduit en fait l'entreprise à avoir des objectifs très précis sur la réduction de ses déchets, la réduction de sa consommation d'eau, c'est à peu près 25% à faire à l'horizon 2030, la réduction de son impact carbone, de sa production de carbone, 30% à l'horizon 2030. Tout ça est monitoré chaque année, et au niveau évidemment de l'entreprise productive en France, mais aussi des filiales donc qui commercialisent les produits. Ça allait jusqu'aux véhicules des collaborateurs que nous employons, donc quand ils ont un véhicule de société. Donc, et ces calculs-là nous permettent de voir si nous sommes sur cette trajectoire ou pas, et c'est évidemment contrôlé en externe par nos commissaires aux comptes. Donc il y a cette première idée de cette traçabilité, ces engagements. Et puis, pardon, je complète juste le fait aussi que nous ayons comme actionnaire majoritaire une fondation reconnue d'utilité publique. C'est la seule entreprise en France dont le capital est détenu à 86% par une fondation reconnue d'utilité publique qui agit en Afrique et en Asie du Sud-Est. Et c'est ça qui boucle, j'allais dire, entre la nature et l'humanité. En fait, effectivement, par rapport à nos petits amis de tout à l'heure, c'est la meilleure des réponses par rapport effectivement au capital qui est mis en cause de temps en temps. Alors justement, on y vient, cher Philippe Ducom, vous êtes donc président d'ExxonMobil en Europe. D'abord, je voulais vous remercier très sincèrement pour deux choses: d'avoir gardé votre flegme et surtout d'être ici avec nous, parce qu'il nous a paru mais évident que quand on se pose la question de la réduction de l'empreinte de carbone, ne pas inviter une major aurait été simplement ne pas faire notre travail. Donc merci d'avoir répondu à cette invitation, mais
dites-nous quand même, pour une major, c'est un sujet diablement compliqué de réduire son empreinte de carbone, dès lors que par rapport aux chiffres que j'évoquais tout à l'heure, on parle là cette fois-ci de millions de tonnes. Comment est-ce qu'on aborde le sujet quand on est une major? Merci à vous tous. On est effectivement là pour le débat, pour apporter notre pierre à l'édifice, pour expliquer ce qu'on fait, ce qu'on croit, pourquoi. Et donc je vous remercie de nous accueillir. Effectivement, en tant que producteur d'énergie, producteur de pétrole et de gaz, on est au centre de ce débat. On est aussi au centre de choses importantes pour la société. C'est le fondement de notre raison d'être, qui est d'apporter des solutions innovantes, durables, qui permettent d'améliorer la qualité de vie et de s'adapter, de s'ajuster à l'évolution des besoins de la société. Et quand on traduit ça dans le domaine de l'énergie, c'est pour nous un double défi. Et c'est un petit peu la difficulté qui peut exister dans ce type de débat. Une partie du défi, c'est d'apporter à la société d'une façon fiable et abordable l'énergie dont elle a besoin, cette énergie qui crée la vie moderne qu'on connaît, la prospérité, et bien évidemment réduire les impacts environnementaux, les émissions de gaz à effet de serre en particulier. La neutralité carbone, c'est un objectif qu'on partage. C'est un objectif nécessaire pour gérer le risque climatique. Et la question pour une société comme la nôtre, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on approche cette problématique? On a une stratégie, et je vois que les étudiants ont été regarder ce qu'on dit, et je vais l'expliquer ici. C'est effectivement une stratégie avec 4 piliers fondamentaux. Le premier, très important, réduire nos propres émissions. Ça, c'était un peu évident. Tout le monde regarde ce qu'on a à la maison et ce qu'on peut faire. Le deuxième, c'est d'aider nos clients et nos clients à réduire les leurs. C'est un peu la discussion au sujet du oui, mais quand on brûle, ça émet. Effectivement, c'est la deuxième partie de notre stratégie. La troisième, c'est la recherche et le développement. On l'a entendu déjà comme un thème important. La recherche et le développement qui permettent de réduire le coût de certaines technologies ou de créer les nouvelles, celles dont on a besoin et qu'on n'a pas encore. Et enfin, c'est de participer au débat, c'est de s'engager, et en particulier les débats comme ceux d'aujourd'hui ou les débats sur les politiques publiques qui doivent être mises en place pour permettre le déploiement des technologies dont on a besoin. Bien évidemment, derrière cette stratégie, on a des objectifs concrets, des objectifs comme la neutralité carbone pour nos opérations, scope 1 et 2 à l'horizon 2050. Mais cette stratégie et ces ambitions s'appuient sur des roadmaps, des feuilles de route pour chacun de nos sites. 90% de ces feuilles de route seront disponibles à la fin de cette année, 100% à la fin de l'année prochaine. C'est aussi la création d'une nouvelle branche, une branche solutions bas carbone. C'est l'objectif d'investir 15 milliards de dollars à l'horizon 2027 pour réduire les émissions, les nôtres et celles de la société. Et tout ça en se focalisant très clairement pour nous sur 3 secteurs et 3 solutions. Les 3 secteurs sont... Je pense, est-ce qu'on peut garder cette partie-là, et notamment sur les solutions pour la deuxième partie du débat? Parce que je voudrais notamment que vous reveniez assez en détail sur ce qui a été un des sujets évoqués par ce collectif, sur ce qu'est la capture et captation du carbone. Mais on le fait dans un deuxième temps. Je voudrais qu'on fasse le premier tour de table là-dessus. Et parce que je voudrais que Marlène Dolvec, qui est donc la directrice générale de SNCF Gare et Connexion, nous dise également comment elle a rencontré, si je puis dire, l'urgence climatique. Parce qu'a priori, quand on travaille pour SNCF, on est, je dirais, du bon côté de la barrière. On a vraiment quelques atouts pour soi avant même de se dire comment réduire son empreinte. Alors, comment vous avez abordé ce sujet en disposant de cet actif considérable? Bon, déjà, le climat, c'est en haut de l'agenda. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un momentum et un consensus. Le consensus est très clair. Hein, tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui, il faut y aller. Il y a eu le rapport du GIEC, il y a les accords de Paris. Moi, j'étais aux États-Unis rencontrer les entreprises ferroviaires il y a quelques semaines et pour le métro de New York, ils sont obligés de rehausser les quais à cause de l'élévation du niveau des océans. Donc tout ça,
ça crée vraiment le consensus. Donc il y a un vrai consensus et puis il y a un momentum. Moi aussi, j'ai étudié ici dans cette université. D'ailleurs, c'était assez émotionnel pour moi, c'était il y a 27 ans. Et à l'époque, on ne parlait pas de climat comme bien commun dans les universités. L'urgence climatique a exacerbé le fait qu'on soit tous très responsabilisés sur le climat. Et la guerre en Ukraine est encore un élément qui à mon avis, accélère. Donc c'est un consensus de tous et le momentum pour y aller. Donc moi, je dirige SNCF Gare et Connexion. Donc ce sont les 3000 gares françaises, 10 millions de mètres carrés de bâtiments et 10 millions de visiteurs qui passent chaque jour dans nos gares françaises. En une semaine, c'est la France. 10 millions par jour, c'est énorme. Et je suis à l'intersection de 3 secteurs d'activité. La mobilité, les transports, les travaux publics, puisque je rénove et je construis des gares, et tout ce qui est services et commerce à l'intérieur de nos gares. Si je reprends ces 3 secteurs d'activité, ils sont émetteurs de plus de 50% dans leur globalité des émissions de gaz à effet de serre. Alors je vais me focuser sur... En France. Je vais me focuser sur les transports. Quand on est Gare et Connexion, l'objectif, c'est de faire prendre le train. Il faut donner envie de gare pour donner envie de prendre le train. Et le train, effectivement, c'est positif pour nous. C'est vrai que dans cette entreprise, on a envie d'encourager le train. Et notre objectif, c'est de doubler la part modale du ferroviaire. Elle est aujourd'hui de 10%. On veut la doubler dans les 10 à 15 ans qui viennent. Pousser le train qui est la solution. Pourquoi? Les transports, c'est 31% des émissions de gaz à effet de serre. La part modale du train, c'est 10% et seulement 0,3% d'émissions. Quand vous prenez le train, c'est 50 fois moins d'émissions que la voiture et c'est 80 fois moins d'émissions que l'avion. Donc c'est absolument important pour nous qu'il y ait un report modal de la voiture vers le train. Et donc, c'est finalement, comme le disait Vincent tout à l'heure, on a envie de réduire l'empreinte carbone, mais moi j'ai envie de dire qu'il faut accélérer l'empreinte ferroviaire. Très bien. Alors maintenant, on va venir justement sur cette deuxième séquence, qui est, une fois qu'on a pris des engagements globaux, comment on fait dans la vie de tous les jours. Et donc, Yann Le Riche, là, on n'est pas à la chaire, on est à la tête de Getlink, et on se dit, dans le métier du transport ferroviaire, comment est-ce que la petite empreinte de Getlink, je crois que c'est même pas 40 000 tonnes de CO2, comment là-dessus je peux la réduire déjà un peu? Alors oui, en effet, on est peu émissif, un scope 1 et 2, on est à 50 kilotonnes. Il n'empêche qu'on veut nous-mêmes faire notre part du travail et continuer à réduire nos émissions. Ce qu'on cherche à faire, c'est ce qui est efficace tout de suite, d'aller vite. L'ONU nous dit qu'on est dans une spirale d'autodestruction. On sait qu'il y a urgence à agir et donc on voit ce qu'on peut faire tout de suite sans se poser la question de comment on sera neutre en 2050. On se la pose évidemment, mais ce n'est pas ça qui est le sujet principal. Le sujet principal, c'est concrètement comment on fait tout de suite pour réduire nos émissions. Et donc on regarde concrètement, alors nous aussi on est dans le milieu du ferroviaire, au-delà d'Eurotunnel que j'ai évoqué, on a par exemple une de nos activités principales qui est Europort, qui fait du fret ferroviaire dans différents pays européens. Et bien là, on met de l'huile de colza pour réduire notre empreinte. On sait que ce n'est pas la solution de long terme. En attendant, il n'y a pas de solution hydrogène ou autre disponible sur le marché. Donc on a un partenariat exclusif avec la société Avril qui nous fournit ce colza non alimentaire et qui nous permet, dès aujourd'hui, ça y est, c'est parti, et on le déploie, de réduire notre empreinte. Et puis on essaie, je le disais, d'aller vite sur d'autres terrains de jeu. Il n'y a qu'une seule voie ferrée entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Et savez-vous combien de trains de fret par jour circulent sur cette voie ferrée? Eh bien, de 3 à 5. Le tunnel, qui est massivement sous-utilisé aujourd'hui, on a une vraie réserve de capacité. Le tunnel sous la Manche est en gros 50% d'utilisation de sa capacité. Eh bien, il y a par jour 3 à 5 trains de fret. C'est juste... Ça voilà. représente quelle part de marché par rapport aux ferries qui sont très polluants?
Aujourd'hui, le tunnel fait 40% de part de marché des échanges entre la France et la Grande-Bretagne. Et si on remet ça dans une logique économique plus large, Eurotunnel, c'est 25% des biens qui viennent d'Europe passent par le tunnel pour alimenter la Grande-Bretagne. Donc on a un acteur économique majeur, mais ça, vous le voyez, on peut faire encore beaucoup plus, beaucoup mieux, et l'infrastructure est là tout de suite disponible. Donc l'enjeu pour nous, c'est de réussir à faire passer un maximum de fret par cette voie ferrée qui existe, qui n'est pas utilisée. Alors on a parlé avec Marlène Dolvec et avec vous pas mal effectivement du rail. L'automobile n'est pas présente à cette table ronde, mais parce qu'on a une chercheuse qui est à côté de moi, donc Iris Dumayer de TSE, dont c'est exactement la spécialité. Elle regarde ce que sont les politiques publiques dans le transport automobile. Je rappelle quand même, c'était ce qu'évoquait le MEDEF au début de cette semaine quand il présentait le coût de la décarbonation, que 78% des salariés français vont en voiture chaque jour à leur travail. Et donc effectivement, comment effectivement on réfléchit à cette problématique et comment on peut jouer là-dessus, parce que la meilleure manière de faire diminuer l'empreinte carbone, c'est bien entendu de réduire l'usage de la voiture. Que donnent les politiques publiques quand il s'agit de réduire cet usage à la voiture, Madame Durmayer? Alors oui, moi je voulais revenir sur le rôle clé de l'État pour réduire les émissions de carbone dans le secteur des transports, et plus particulièrement pour les voitures particulières. Parce que les voitures particulières, c'est quand même 53% des émissions du secteur des transports. Donc l'État, finalement, pour réduire les émissions liées aux voitures, qu'est-ce qu'il peut faire? Simplement, on peut distinguer deux grandes catégories d'intervention publique. Alors la première, c'est de faire en sorte que les voitures qui soient dehors, qui sont en circulation, soient moins polluantes. Donc ça passe par des politiques d'incitation à l'achat, mais aussi à des politiques d'incitation à remplacer un véhicule vieux par des primes à la casse. L'autre marge de manœuvre pour réduire les émissions liées aux voitures particulières, c'est de faire en sorte que les voitures qui sont dehors soient moins souvent utilisées. Donc comment faire en sorte que les voitures soient moins souvent utilisées par les individus? Aussi, on a différents types d'instruments. On a évidemment tout ce qui est taxe sur les produits pétroliers, qui augmente le coût à l'usage de la voiture. Mais on a aussi, et surtout très récemment, on a vu ça en place dans beaucoup de villes, c'est des politiques plus locales de réglementation de circulation. Donc à Toulouse, par exemple, on a en place depuis quelques mois des zones à faible émission, et il y en a aussi dans 10 autres villes de France. Et donc ces politiques-là, finalement, restreignent l'accès au centre-ville à une partie des voitures, notamment celles qui sont trop vieilles, trop polluantes. Et donc tout ça, c'est ces différents instruments qui font faire que les émissions vont être plus faibles. Mais vos recherches, elles disent qu'en fait, quel est le chemin le plus efficace? Exactement. Donc, quel est le rôle de l'économiste un peu pour aider à ce que l'État, à ce que les pouvoirs publics mettent en place les meilleures politiques? L'économiste fait ce qu'on appelle des évaluations de politique publique, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à mesurer l'impact des politiques choisies. Et quand on parle d'évaluation de politique publique, on peut souvent penser que c'est juste mesurer l'impact de la politique sur l'objectif. Donc ici, ce serait sur les émissions des voitures. Mais ce n'est pas seulement ça, l'évaluation de la politique publique, parce qu'on peut aussi faire des choses intéressantes en comparant différents instruments de politique publique. Donc on a choisi en France une politique de bonus-malus écologique, mais on aurait pu mettre en place juste une taxe, on aurait pu mettre en place juste des subventions à l'achat. Quel aurait été l'impact de ces différents instruments? Et la troisième chose importante qui est l'évaluation de la politique publique, c'est d'aller un peu au-delà de l'effet global de la politique sur la population et de s'intéresser aux effets de la politique mais sur des pardonnez-moi, qu'est-ce qui est le plus efficace, ça veut dire? Tout dépend de ce qu'on veut atteindre. On veut réduire l'empreinte carbone par le transport individuel. On a beaucoup d'instruments à disposition. Et donc, ce qu'il faut faire, peut-être pour déterminer quel instrument est préférable à l'autre, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut comme objectif secondaire. Non, mais qu'est-ce que vous conseillez à M. Moudinque? Moi, je conseillerais de justement faire ce que je dis, essayer de s'intéresser à
aller plus loin et de voir quelles populations sont plus affectées par ces politiques et de savoir déjà ça, cette zone à faible émission, qui ça pénalise, et de faire en sorte que ces populations plus pénalisées soient compensées. En tout cas, le chef d'entreprise, il a à prendre des décisions. Éric Ducournau, à l'heure effectivement de mettre en place des modifications. Vous avez parlé tout à l'heure effectivement de l'action immédiate qu'on peut avoir sur les véhicules, etc. Mais dans les engagements pris, qu'est-ce qui est le plus spectaculaire, notamment avec cet objectif de réduction de 30% des émissions que vous vous êtes donné pour 2030 ? Alors, chaque entreprise a un profil différent. Donc, pour Pierre Fabre, en fait, 88% des émissions sont dues au scope 3. Donc, et quand je détaille à l'intérieur du scope 3, c'est le scope 3, vous avez tous en tête que ce sont les émissions qui sont faites par vos fournisseurs et vos clients. Exactement. Et donc, quand je détaille à l'intérieur du scope 3, 14% seulement, j'allais dire, sont dus au transport. Donc, nous, en fait, notre attention, nous devons d'abord la porter sur les matières premières que nous utilisons et sur les packaging que nous utilisons. Donc, c'est la raison pour laquelle ce que nous avons fait, c'est qu'on a doté l'ensemble de nos chercheurs, donc à peu près 1 millier de personnes, notamment les 2 tiers sont à Toulouse d'ailleurs, et nous les avons dotés en fait d'instruments qui leur permettent de noter à chaque fois qu'ils progresse dans une formule ou dans un packaging, quel va être l'impact carbone du produit qu'il développe. Et ça permet aussi, une deuxième chose, c'est de rendre ceci transparent pour les consommateurs. Donc comme il n'existe rien dans le domaine des cosmétiques, en fait Pierre Fabre a pris l'initiative en 2021 avec AFNOR Certification de créer une méthode de cotation, enfin, c'est l'AFNOR qui l'a créée et qui nous évalue en permanence sur la transparence et l'honnêteté de cette méthode de certification. Et donc chaque consommateur d'une marque de Pierre Fabre, Aven, Chlorane, René Furterer, Aderma, peut aller voir quel est l'impact, en fait, Elgidium, que j'ai oublié de mentionner, mais peut aller voir quel est l'impact en fait, du produit qu'il achète, de son produit préféré, par rapport à son bilan carbone et par rapport aux impacts sociétaux. Donc c'est une méthode assez simple, avec 20 critères. Les 2 tiers sont des critères environnementaux. Le 3e tiers, ce sont les critères sociétaux. Un critère sociétal, c'est par exemple de tenir compte, quand on utilise des actifs d'origine naturelle, ce que je citais tout à l'heure, il est évident que tous ne viennent pas d'Europe ou tous ne viennent pas de France. Donc c'est de voir quel est l'impact sur les populations de la production de ces principes actifs ou d'accompagner les populations dans une production plus vertueuse, comme par exemple que l'extraction qui va être faite du principe actif ne soit plus faite en utilisant des énergies fossiles, mais en utilisant de l'énergie électrique, c'est-à-dire de créer le four solaire qui va permettre d'extraire l'ingrédient. C'est un chemin de progrès. On a coté à ce jour 2700 de nos références, de nos produits. C'est un chemin long, c'est-à-dire, et j'entendais ce qui était dit tout à l'heure par les étudiants, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la date de la trajectoire. Est-ce que 2030 c'est la bonne trajectoire ou pas? C'est en tout cas celle qui nous a été donnée officiellement, c'est celle qu'on essaie de suivre à l'intérieur d'une entreprise. Et je crois qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'en fait il faut déployer beaucoup de choses et que la science évoluant aussi tout le temps, il faut en permanence les adapter, en fait, parce qu'on apprend de plus en plus de nos impacts, les adapter en permanence pour en fait être sur le chemin de progrès. Alors Philippe Ducombe, comment vous vous y prenez ? Je vous ai coupé tout à l'heure au moment où vous vouliez détailler ça concrètement, mais je voudrais que vous gardiez un point important sur l'attaque qui a été faite sur les stratégies qu'on met de captage et de stockage de carbone, parce que c'est vraiment, en tout cas, c'est ce que vous nous avez dit, un élément de la solution. Vous dites qu'il serait possible, par exemple, grâce à cette technique dans le golfe du Mexique, d'avoir des émissions captées qui représentent celles de la Belgique. Donc on n'est pas du tout dans de l'expérimentation. Donc comment vous faites avec donc notamment sur cet aspect qui a été critiqué? Oui, je pense qu'il y a un thème qu'on a entendu, c'est il n'y a pas une solution miracle au problème du risque climatique. Il y a un bon nombre de solutions qu'on doit mettre ensemble, chacun a ses capacités, son savoir-faire. Les solutions que nous, ExxonMobil, sur lesquelles nous travaillons, sur lesquelles notre nouvelle branche Solutions Bas Carbone, nos investissements de 15 milliards vont se concentrer, ce sont, et ils en ont parlé, le captage et le stockage du CO2, les biocarburants et l'hydrogène. L'hydrogène dont on a déjà entendu parler par la ville de Toulouse et la région, c'est une des solutions. Mais pour revenir au captage et au stockage de carbone, tout d'abord,
ce n'est pas nous qui le disons. Quand on va regarder le rapport du GIEC, quand on regarde les analyses de l'Agence internationale pour l'énergie et les scénarios qu'ils mettent en avant, tous disent que le captage et le stockage du carbone, du CO2, font partie de la solution, seront nécessaires et vont même jusqu'à dire que c'est une solution qui sera indispensable pour atteindre l'objectif de neutralité carbone. Alors qu'est-ce que c'est que le captage et le stockage du CO2 ? Eh bien, c'est extraire le CO2 issu soit de la combustion, soit des procédés de fabrication dans les cimenteries ou dans les aciéries, extraire le CO2, le concentrer, le transporter, puis le stocker dans des structures géologiques profondes de façon pérenne et sûre. C'est une technologie qui existe. C'est une technologie qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. Nous en sommes effectivement actuellement le leader mondial. On a une capacité à stocker 9 millions de tonnes par an de CO2. Depuis qu'on le fait, on a stocké 120 millions de tonnes. Et ça représente à peu près 40% du CO2 qui a été stocké depuis que cette technologie est utilisée. Mais ce qui est important, c'est de voir son potentiel. C'est une technologie qui pourrait être utilisée bien plus largement, mais qui, là encore, a besoin de support de politiques publiques, parfois de prix du carbone qui sont bien plus élevés que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, ou qui sont plus élevés que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Mais dans l'exemple que vous mentionniez, c'est un truc dont on avait discuté ensemble, un projet à Houston qu'on a proposé au gouvernement américain, au gouvernement Biden, dont l'objectif et de capter et de stocker 100 millions de tonnes par an de CO2 à l'horizon 2040. Il y a maintenant 14 partenaires qui travaillent avec nous. On travaille avec la ville de Houston, on a bien parlé des partenariats locaux, la ville de Houston, l'État du Texas, l'État fédéral. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que non seulement ça représente 100 millions de tonnes par an, ce qui est à peu près équivalent aux émissions de la Belgique aujourd'hui, la capacité à stocker le CO2 dans le golfe du Mexique est estimé à 500 milliards de tonnes. Et il faut bien comprendre que pour progresser dans les réductions d'émissions, il faut compter en dizaines de millions, en centaines de millions, en milliards de tonnes de CO2. C'est l'unité sur laquelle on travaille. Les émissions mondiales, c'est 50 milliards de tonnes. Et donc c'est important de développer ces solutions, de les proposer, de les développer techniquement, d'en réduire leurs coûts, mais aussi de travailler avec les pouvoirs publics pour qu'elles puissent devenir réalité. On a aussi des projets ici en Europe, de plus petite ampleur parce que les émissions collectives sont moins importantes que ça, mais on travaille en France, dans la vallée de la Seine, on travaille en Belgique, on travaille en Hollande, on travaille en Angleterre. Et il y a clairement un intérêt parce que c'est une solution qui est disponible, qui pourrait être mise en place à l'échelle industrielle et qui a la possibilité, le potentiel dans le futur, de créer des émissions négatives, c'est-à-dire soit de récupérer du CO2 de l'atmosphère, soit en conjonction avec l'utilisation de matériaux biosourcés, de réduire le CO2 dans l'atmosphère. Donc voilà un peu l'histoire, c'est quelque chose qu'on connaît bien, parce que c'est notre savoir-faire, et c'est quelque chose qu'on souhaite proposer au même titre que les biocarburants et l'hydrogène. Alors, Marlène Dolvec, comment fait-on pour que vos 50 millions que vous avez chaque semaine, c'est très impressionnant, ils sont déjà là. Donc, comment fait-on pour qu'ils aient encore envie de venir et qu'ils viennent plus souvent, plus confortablement ? Alors, avant peut-être de dire comment comment donner envie de gare, j'ai peut-être envie de revenir sur le plan de SNCF Gare et Connexion en matière de réduction de l'empreinte carbone. SNCF Gare et Connexion, c'est une infrastructure de transport ferroviaire qui est un activateur de mobilité responsable. Et nous avons 3 grandes priorités. D'abord l'énergie, l'éco-conception et l'intermodalité. Quand je parle d'énergie, 10 millions de mètres carrés, ça nous oblige. D'abord, il faut réduire nos consommations d'énergie. On a déjà arrêté tout ce qui est chaudière au fioul dans les gares et on est en train de réfléchir à réduire. En ce moment, on ne climatise plus, vu la chaleur qu'il fait, nos locaux de bureaux, par exemple. Donc ça, c'est la réduction. Mais au-delà de la réduction, moi, j'ai passé beaucoup de temps à lire le rapport RTE sur le mix énergétique auquel je crois, nucléaire et énergie renouvelable. On est aussi en train de pousser
les énergies renouvelables, puisque dans le plan de SNCF Gare et Connexion, nous allons installer 1,1 million de mètres carrés de panneaux photovoltaïques, ce qui équivaut à 50 000 foyers, de consommation de 50 000 foyers. Et donc, c'est l'autoconsommation pour nos 3000 gares. Alors, ce n'est pas évident, c'est compliqué, ce sont des plans compliqués, mais on est en train de le faire et on a lancé un premier appel à manifestation d'intérêt avec des industriels. Donc ça, c'est la partie énergie, à la fois de la sobriété et à la fois de la création d'énergie par les énergies renouvelables. Le deuxième plan, c'est l'éco-conception. Puisqu'on est gestionnaire de bâtiments, gestionnaire d'infrastructures, on travaille énormément sur l'éco-conception. D'abord, comment faire en sorte que les engins qui viennent sur nos chantiers soient des engins décarbonés, de la mobilité douce de chantier. Ensuite, l'éco-conception, pour nous, c'est 5 lettres. Énergie, matière, climat, carbone et biodiversité. Et on travaille avec notre filiale d'architecture AREP, avec nos 700 architectes, à faire que chacun de nos projets soit respectueux de ces critères. Ça va passer de la plantation d'arbres au réemploi de matériaux, à la réflexion sur les bétons qu'on utilise, les bois qu'on utilise, à des sujets de biodiversité à l'intérieur de nos gares, à la façon dont on positionne les abris sur les toits de nos gares pour quand il fait très chaud l'été, éviter qu'il fasse trop chaud dans la gare. Donc on a de vraies réflexions sur l'éco-conception, également sur les déchets en matière d'éco-conception, puisqu'on veut avoir 100% de nos déchets valorisés dans les gares à horizon 2030. Ce plan est en cours, et 100% de nos déchets valorisés sur les chantiers à horizon 2035. Ça, c'est le deuxième plan, l'éco-conception. Le troisième, c'est l'intermodalité. L'intermodalité, mais l'intermodalité douce. Tout à l'heure, Jean-Luc Moudin parlait d'une ligne de métro additionnelle pour arriver à la gare. Ce sont les tramways, ce sont demain les navettes autonomes. C'est tous ces moyens décarbonés qui peuvent nous aider à avoir une intermodalité douce autour de la gare. Et puis c'est le vélo, alors je l'ai entendu, c'est aussi 60 000 places de parking sécurisées additionnelles devant nos gares à horizon 2025. Alors on n'est pas à Amsterdam, on n'est pas à Gand, c'est vrai que là, quand on va dans ces gares, on se dit que c'est absolument hallucinant ce qu'on peut voir en matière de plats de vélo, mais on n'est peut-être pas encore non plus, nous, utilisateurs autant que ces pays-là du vélo, mais c'est une ambition pour les gares. Et la dernière, tout à l'heure j'ai parlé de sobriété, d'énergie renouvelable, et moi j'ai envie d'être énergie positive, et on a décidé pour nos gares françaises de travailler avec des industriels pour installer des bornes de recharge de voitures électriques dans nos gares. Ça serait pas mal de se dire que si je tape sur mon GPS gare, je peux aller recharger ma voiture électrique. En plus, ça tombe bien, les gares sont électrifiées puisque le train est électrifié, qu'on a des caténaires, on a du 20 000 volts, donc c'est la bonne place pour installer des bornes de recharge de voitures électriques. Et ça, c'est l'aspect extrêmement positif du plan et qui est assez innovant et récent. Oui, mais juste un petit problème, si vous laissez votre voiture électrique avec une prise et vous prenez le train, là, elle occupe la prise pendant quelques heures ou quelques jours. Comment vous résolvez ça? Alors, sur ces sujets-là, on est en train de travailler avec les industriels, parce qu'évidemment, toutes ces questions se posent, mais plus on se pose de questions, moins on fait. Donc c'est vrai qu'on peut toujours se dire que les systèmes sont compliqués. Mais en même temps, tout le monde dit aussi aujourd'hui qu'il n'y a pas de borne de recharge de voitures électriques. Et dans les discussions du président de la République le soir du premier tour, il a dit que son premier plan, c'était la voiture électrique. Donc moi, j'ai écouté. Et donc dans ma planification, je fais ce que le président de la République a dit. Voilà. Et ça ne sera pas simple. Ça ne sera pas simple. Très bien. Alors, pour la grosse dizaine de minutes qui nous reste, je voudrais qu'on soit un peu réaliste. Vous nous avez montré tout ce que vous faites, tout ce que vous avez comme projet, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même des difficultés de financement et difficultés peut-être aussi tout simplement technologiques. Yann Le Riche, quand on évoquait l'hydrogène tout à l'heure, alors on dit que l'hydrogène c'est parfait pour le train, mais ça existe des locomotives à hydrogène, combien ça coûte, est-ce que vous pensez à un moment donné les utiliser? Enfin, cette barrière technologique, comment vous réagissez par rapport à ça? Oui, effectivement, toutes les technologies sont pas matures, notamment dans le fret ferroviaire. Aujourd'hui, on n'a pas clairement la puissance disponible avec des matériels qui sont autres que des matériels traditionnels.
Alors en réalité, je vais m'arrêter là dans la réponse à la question. Je vais moi aussi être disruptif. Je voudrais rebondir sur la question que vous avez posée tout à l'heure à Iris Durmeyer sur la partie transport qui nous concerne aussi. Évidemment, nous on transporte des voitures, donc notre écosystème en fait bien partie. Parce qu'on a la conviction qu'en réalité, la boîte à outils pour faire le transfert modal, elle est connue. La boîte à outils pour réussir la transition climatique, elle a... de notre point de vue, 4 outils. D'ailleurs, c'est assez facile à retenir parce que l'acronyme, ça fait VERT, V-E-R-T. Il nous faut de la visibilité sur les prix du carbone. Quand les gens vont s'installer loin en banlieue, c'est pour payer moins cher le logement, mais ils payent plus de transport. Donc on fait un choix entre des mètres carrés et du temps de transport et du coût de transport. Si on savait que progressivement le coût de l'essence allait augmenter année après année, on peut faire un choix informé qu'on ne sait pas faire aujourd'hui parce que le prix de l'essence, le prix du carbone fait le yo-yo en permanence. Et donc ces choix nous amènent, le jour où les économistes nous disent qu'il faut taxer le carbone, à faire une taxe carbone qui arrive du jour au lendemain, sort distribution, c'est la catastrophe, on ne fait pas. Donc visibilité, c'est le premier point. Deuxième point, efficacité. J'en ai parlé tout à l'heure. La transition énergétique a un prix, un coût. Et si on ne le fait pas bien, le coût sera tellement élevé que de fait, on ne le fera pas, on ne saura pas se le payer et ça ne marchera pas. Je reviens sur quelques ordres de grandeur. Les subventions aujourd'hui aux véhicules électriques, ça revient à valoriser la tonne de carbone à 700 € la tonne. Bon, est-ce que le chiffre est bien raisonnable ou pas? C'est une vraie question quand on voit que les marchés... 10 fois plus qu'est-ce qu'est le marché aujourd'hui à peu près. Exactement, 10 fois plus en gros que le marché. Ensuite, troisième outil, c'est une question de redistribution. On voit bien que si on taxe le carbone, on collecte de l'argent. Et que cet argent, il faut le redistribuer en période de transition. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Si on ne va pas aider ceux qui sont dans une situation difficile dans ces périodes de transition, on n'y arrivera pas non plus. Il y a une vraie question sociale qu'on ne peut pas passer sous silence. Et puis le dernier point, c'est la question du timing, puisque le CO2 restant dans l'atmosphère 100 ans et en réalité même plus, on voit bien que c'est une question de stock. Il reste en gros 730 gigatonnes de CO2 à émettre avant d'arriver à la catastrophe, c'est ce que nous dit le GIEC. Il faut s'y mettre tout de suite et donc trouver les bonnes solutions. Donc voilà, la boîte à outils, c'est VERT, visibilité, efficacité, redistribution, timing. La vraie question de fond, c'est maintenant, dans le détail, comment, politiquement, collectivement, on met tout ça en œuvre. Quel bon niveau de visibilité, comment on fait pour être efficace, c'est notre sujet avec la TSE, etc. Alors, Éric Ducournau, vous, quel est l'obstacle principal que vous voyez dans les efforts que vous tentez de faire et vous me disiez, nous, on n'y arrivera pas globalement, on sera forcé à un moment donné de recourir à la capture de carbone pour être carbone zéro comme on veut l'être. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une limite à partir de laquelle on n'y arrive plus? Je crois que la limite est une limite technologique aujourd'hui, mais on peut aussi tous admettre que la technologie a énormément évolué. Donc nous, on ne fait pas ça tout seul, on en serait bien incapable. Donc on travaille avec beaucoup d'entreprises dont vous connaissez le nom, comme Carbone 4 ou d'autres, et qui nous accompagnent en fait dans cette démarche, à la fois de calcul, parce que je crois que ça commence par là, c'est-à-dire il faut être capable de calculer pour véritablement voir ce qu'on a comme effet et ce que l'on peut essayer de résoudre, et puis ensuite être en permanence en train d'acquérir les nouvelles technologies qui nous permettent d'aboutir. Donc effectivement, à un moment, la captation de carbone deviendra probablement nécessaire. Moi, je ne suis pas capable aujourd'hui de dire si elle représentera une réduction de 50% de nos émissions globales. Enfin, quel poids ça prendra, si vous voulez, la captation. Ce que je crois, c'est qu'au stade où nous en sommes, et avec les échéances qu'on a tous rappelées, en fait, il faut qu'on se mette dans la position de faire le maximum. Donc, et que la captation ne soit que la dernière des solutions, si j'ose dire, qui est la solution pour nous permettre vraiment de mettre la dernière pierre à l'édifice. Et là-dedans, il y a quelque chose qui me paraît assez simple à faire, c'est de commencer à coter en fait le coût de la tonne carbone dans l'entreprise. Et que nous exploitons des marques, par exemple. Eh bien, que les marques, en fait, quand un chef de produit, quand quelqu'un travaille sur une marque, il est le coût de son impact carbone associé au produit qu'il fabrique, et que d'une certaine façon, eh bien, ça l'oblige à faire mieux à chaque fois. Parce que si vous voulez, je pense que c'est comme ça qu'on crée une boucle vertueuse. J'évoquais tout à l'heure la transparence. Donc on ne fait pas ça tout seul. Il faut véritablement qu'on le fasse avec des personnes externes. On s'oblige à publier les résultats, à les rendre transparents vis-à-vis du consommateur et à ce qu'en interne, par ce système de taxation que j'ai appris, si j'ose dire, en lisant Christian Gaulier, eh bien on puisse ainsi être sûr que tout le monde est embarqué dans le processus productif. Parce qu'en fait, c'est d'une telle complexité, d'un tel impact renouvelé et journalier dans tous les métiers que je pense que c'est la seule solution.
Ensuite, nous aurons évidemment, vous l'évoquiez tout à l'heure, Monsieur Le Riche, on aura probablement aussi les taxations qui viendront des politiques publiques. Mais si en fait on ne se prépare pas nous-mêmes à l'intérieur de l'entreprise à rentrer dans ce cercle vertueux, bon, non seulement la facture n'en sera que plus salée, mais surtout on n'aura pas fait notre travail. Et notre travail, c'est de prendre en compte ce sujet et véritablement de l'adresser et de faire sa part. Et vous, donc, Philippe Ducom, avec cette ambition incroyable pour une major de dire on veut être carbone neutre en 2050, à quoi vous vous heurtez au-delà de certains collectifs? J'allais prendre la question d'abord d'un point de vue un peu plus global, et puis je reviendrai sur comment nous on s'y approche, on approche ça. Non, mais j'aimerais savoir ce que vous dites, ce truc, on n'arrive pas à le faire. Très clairement, comment est-ce qu'on l'approche? Il y a beaucoup de solutions qui ont été proposées. Les efficacités, ça marche toujours. De chercher des efficacités, en général, toutes les sociétés commencent par là. Pour nous, on a des opportunités aussi de réduire les émissions fugitives. C'est quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on s'est engagé à faire, c'est quelque chose qui sera en place à l'horizon 2030. Mais après ça, on a l'électrification, changer des moteurs qui marchent à vapeur par de l'électricité et être à même d'avoir de l'électricité verte pour nous les alimenter. Ça, on a encore besoin de beaucoup de développement de capacités d'électricité verte pour pouvoir faire ce genre de choses. Puis les solutions suivantes, l'hydrogène, le captage de carbone et d'autres. Et là, on se heurte quasiment systématiquement à ce qui a été mentionné avant, c'est que même si la solution technologique existe, elle n'est pas abordable. On arrive avec des coûts, $700 la tonne, vous avez mentionné 70, 150, 250. Aujourd'hui, la société n'a pas mis un prix du carbone qui est équivalent aux solutions qu'on est à même d'aborder. Et c'est pour ça que toute la discussion de la taxe carbone, de la redistribution qui permettrait d'apporter ce signal fort qui nous permettrait à nous, industriels, d'investir dans des projets profitables qui réduisent les émissions, et ben, pour l'instant, on n'y est pas. Et donc, il y a non seulement le problème de à quelle vitesse on peut y aller, mais comment est-ce que la société le fait avec nous. Je voulais juste mentionner un rapport qui pourrait être très intéressant pour ceux qui suivent ça. L'Agence internationale de l'énergie a publié son rapport Net Zéro 2050, comment est-ce qu'on peut y arriver, et suit tous les ans le progrès de 46 solutions qui sont indispensables pour y arriver. Sur les 46, il y en a 2 qui sont en ligne avec les objectifs qui sont fixés, les voitures électriques et l'éclairage. Pour les 44 autres, on est soit pas en ligne, soit complètement hors des clous. Et donc, c'est tout le sujet de développer et de faire un peu ce qu'on a fait pour l'éolien et le solaire, c'est créer un environnement qui va permettre d'investir, qui va permettre d'aller à l'échelle et de réduire les coûts de ces solutions pour qu'elles deviennent abordables et en ligne avec ce que la société souhaite payer en termes de prix du carbone. Marlène Dolvec, pour terminer, puisqu'il faut nous séparer maintenant, je voulais vous demander si finalement la plus grosse difficulté, c'est le poids de l'habitude et de la facilité. Quand on a la voiture comme concurrent, tout le monde sait que la voiture, c'est extrêmement pratique. Comment on lutte psychologiquement contre cette principale difficulté ? Oui, alors c'est évidemment une immense conduite du changement, mais si on est dans le momentum et consensus, il peut y avoir une vraie prise de conscience et la façon de créer d'autres façons, d'autres mobilités douces. Au-delà de ça, le nerf de la guerre, sur tous les sujets dont on vient de parler, et pour doubler la part modale du ferroviaire, c'est pas spécialement la voiture, c'est l'argent. Quel est le niveau d'investissement qu'on va pouvoir mettre pour effectivement régénérer le ferroviaire, régénérer nos voies, faire en sorte qu'on puisse doubler cette part modale du ferroviaire. Moi, je pense que pour y arriver, il faut à la fois de l'argent, du financement public, de la coopération. Tout ça, c'est le sujet du dilemme du prisonnier qu'il y a derrière le climat, et enfin de la planification. Parce que oui, c'est pas simple. Oui, il va falloir du temps pour y arriver. Oui, il va falloir conduire des changements et des transformations, mais ça se planifie dans le temps, et je suis convaincue de la planification écologique, je suis convaincue par la sobriété, et je suis convaincue par la croissance. Eh bien, c'est effectivement la meilleure manière de terminer, puisque la session suivante va être précisément là-dessus. Comment est-ce qu'effectivement on peut faire conjuguer écologie, taxe carbone et croissance? Et on aura les meilleurs spécialistes pour ce faire. C'est Christian Gaulier qui va nous rejoindre pour la session suivante avec Guylaine Ottenheimer et leurs invités. Merci en tout cas d'avoir participé avec nous dans ce moment passionnant.